Vous écoutez Au cœur des tiers-lieux, les éclaireurs de la transformation écologique, un podcast de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Partons en immersion dans des tiers-lieux implantés en ruralité. Manufactures de proximité, fabriques de territoire, tiers-lieux ressources, circuits courts, tiers-lieux nourriciers ou culturels. Et voyons comment ces lieux agissent pour la transformation écologique, sociale et solidaire du territoire. Salut, je suis Richard et je vous emmène dans les Hauts-de-France, plus précisément à Autrèche, dans l'Oise. Nous allons découvrir ce qui se trame à l'Hermitage, tiers-lieu d'innovation rurale, sociale et environnementale. Je m'appelle Jean Carinti, je travaille à l'Hermitage, endroit où par ailleurs j'ai fait toute mon enfance. C'est 22 ans de ma vie avant de partir faire beaucoup d'autres choses. Je suis né moi en 1974 sur un site qui était déjà opérationnel et en production, qui est l'Hermitage depuis 1954. Donc ça faisait 20 ans que le site a été racheté par une communauté de malades de la lèpre qu'on avait fait leur hôpital. Ils avaient imaginé, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la manière dont ils étaient pris en charge dans des sanatoriums, ils n'avaient pas le pouvoir en fait, ils avaient même aucun pouvoir, aucun droit de discussion sur ce qu'ils vivaient, ce qu'ils faisaient de leur journée. Donc ils ont imaginé racheter ce site pour vivre comme ils voulaient, donc en communauté. Ils ont été soutenus par des valides et ils ont pu s'installer avec notamment les Sœurs de Foucault, qui est une petite congrégation, et un résistant qui était un ancien combattant de la résistance française des services secrets de Gaulle, qui s'appelait Bertrand de la Roque, qui était un jeune agent de renseignement. Il est allé à Londres, il avait 15 ans, il a triché sur son âge, comme quelques jeunes combattants à l'époque, qui faisaient un peu plus vieux que leur âge. Et puis bon, je pense qu'à Londres, ils étaient pas très regardants, ils avaient envie d'avoir des jeunes combattants engagés. Donc il est devenu un agent de renseignement. Après la libération de la France et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas réussi à se réinsérer au sens où, comme beaucoup de jeunes combattants ayant connu quasiment que la bagarre et la clandestinité et l'aventure et la dimension complètement anormale de leur existence dans les maquis, lui il se faisait parachuter, ils romanesques quoi, ils ont jamais réussi à accepter le retour à la normale. Ils étaient très engagés, ils avaient beaucoup d'ambition, et donc ça fait partie d'un profil d'anciens résistants qui sont devenus des dirigeants associatifs assez engagés, assez déterminés, des entrepreneurs sociaux. Lui, il a été accueilli ici, et puis il a permis aux malades de développer un projet commun en utilisant une partie des bâtiments, parce que c'est un domaine qui fait 30 hectares, et il y avait une partie des bâtiments dont il fallait faire quelque chose, et ils en ont fait le siège d'une ONG et le centre de formation d'une ONG internationale. Et donc moi, mon papa venait rendre visite à sa tante, qui était une des fondatrices de la maison médicale, une des malades, quand il était jeune et qui venait en vacances. Et puis quand il est devenu ingénieur, il travaillait là. Il a épousé ma maman qui était infirmière et qui elle-même voulait travailler ici. Donc on a été 8 enfants à être élevés à l'Hermitage, en compagnie d'autres enfants qui étaient des fils de collaborateurs de l'ONG ou de la maison médicale. Donc c'est une enfance assez particulière dans un petit village, mais vraiment dans une ambiance très engagée, très communautaire, très fraternelle. Puis après l'université, moi j'ai quitté le site et je suis pas revenu, sauf pour les enterrements des anciens malades de l'Hermitage qui décédaient souvent leur mort naturelle. Et puis en 2015, il y a eu un moment de rupture. Le site n'avait plus d'utilité. Et donc ils ont voulu en faire quelque chose. Et donc c'est à cette occasion que s'est posé la question de l'avenir de l'Hermitage. Donc moi j'ai suggéré, je travaillais à la ville de Paris à l'époque. Donc j'ai suggéré de réfléchir à un projet après que différents projets précédents aient échoué. On sait à quel point nous on y travaille, on a un bureau d'études maintenant qui fait que ça, donc on voit bien à quel point c'est très difficile de trouver un avenir à ces fonciers atypiques qui sont souvent d'anciens hôpitaux, d'anciennes usines, on appelle ça des bâtis existants. Et donc nous aujourd'hui on a l'expérience, on a vécu l'expérience vraiment de la reprise d'un foncier de zéro, sans modèle économique, sans communauté, on a tout construit de A jusqu'à Z, et c'est donc ça depuis 7 ans que je me consacre à ça. Alors moi je m'appelle Sylvia, je suis une mamie, je suis retraitée, mais je cumule un petit emploi ici à l'Hermitage. Moi en fait je me suis épanouie ici, j'ai découvert ce lieu, ça a été mon premier job en fait, chercher du travail, j'avais 16 ans et demi. Et je suis arrivée là, en fait, pour un remplacement de cuisine.
Et puis je suis jamais repartie. En fait, j'y ai rencontré mon époux. On est parti vivre à l'étranger parce qu'il travaillait sur l'ONG qui était ici avec la maison de santé de l'Ermitage. Ben voilà, je suis encore là aujourd'hui. L'ONG, c'était le CIDR qui travaillait dans les pays du Sud. À l'époque, il faisait du développement. Maintenant, on appelle ça les pays du Sud. Et pendant 10 ans, on a vécu en Iran et 2 ans en Éthiopie. Et à chaque fois que je revenais, je retrouvais mon petit travail ici. Ah bah c'est un lieu, il est plein d'histoires quoi, parce que c'est vrai que cette maison de santé, c'était des anciens malades qui ont en fait acheté ce lieu pour vivre en autonomie, pour sortir un peu du milieu médical dans lequel ils étaient un peu enfermés. Et ils ont trouvé l'Ermitage et c'est devenu leur lieu de vie ici. Donc nous, les quelques personnes qui travaillions ici à l'époque, tout au début en tout cas, moi je me suis sentie chez moi quoi. Il y avait un espèce de je sais pas, je me suis sentie accueillie avec des gens très différents de tous les pays. Déjà une ouverture incroyable et c'est devenu nos amis, c'est devenu notre famille en fait. Et quand, sur ordre de notre organisme de tutelle, l'ARS, on a dû fermer la maison, eh bien, le lieu a été mis en vente. Et moi, comme j'étais une des anciennes qui venait de prendre sa retraite, justement, on m'a demandé de rester là pour surveiller, en attendant qu'on vende, de trouver le bon acheteur. Et jusqu'au jour où la jeune équipe est arrivée et donc je suis restée avec eux. Ils m'ont demandé si je voulais continuer avec eux, d'autant plus que je les connaissais puisque cette jeune équipe, elle vient de ce lieu. Parce que les parents ont travaillé ici, donc on se connaît, nous. Quand ils m'ont proposé ça, j'ai dit oui. Puis je suis ravie de voir la tournure que ça prend, parce que ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Mais pour moi, il y a une espèce de continuité, quoi. On reçoit des gens de partout, on reçoit des gens d'associations très différents. On reçoit de tout. Donc moi, ça me permet, c'est un peu ma vie sociale, quoi, maintenant. Ça me permet de rencontrer des gens, en même temps de travailler et voilà. Et je me sens vraiment bien et j'avoue que je viens le matin sans problème, quoi. Avec beaucoup de plaisir. Je m'appelle Armelle, je travaille à l'Ermitage depuis 2 ans et demi. J'ai rejoint l'équipe à la direction de l'association Ermitage Expérimentation qui s'occupe des activités d'intérêt général sur le site. C'est-à-dire en fait des activités d'accueil du grand public et des activités qui permettent de tisser un lien au territoire et à ses habitants. Alors dès le départ, en fait, l'association, elle a été importante dès le départ puisqu'au début, elle a servi à préfigurer le projet dans son ensemble. Et puis petit à petit, les différentes activités qui permettent de faire vivre le lieu se sont développées. Et du coup, la question de la place et du rôle de l'association s'est progressivement posée différemment. Et il est apparu important que le rôle social du lieu est très important. Et donc la question, c'était de qu'est-ce qu'on pouvait faire sur le lieu pour en faire un lieu ressource pour son territoire et pour ses habitants. Et comment on pouvait faire en sorte que les personnes qui vivent à proximité de l'Ermitage puissent s'emparer des ressources disponibles en fait grâce à ce domaine qui est très grand et qui permet d'y faire plein de choses. Il y a une bonne bande quand même d'Amapiens et tout, de bénévoles et qui sont hyper sympas. Labellisation fabrique de territoire, c'est ça. En fait, c'est un appel à projet de l'État. Nous, on a candidaté et on est reconnu par l'État. Ce qu'on appelle l'Agence nationale de cohésion des territoires et bien sûr l'État local que sont préfecture, sous-préfecture et services de déconcentrés comme un lieu qui contribue aux politiques publiques de cohésion territoriale. C'est ça en fait la fabrique. Donc ça nous permet d'être entre guillemets de porter un habit qui nous protège entre guillemets d'être mal compris, mal perçu. Donc c'est une reconnaissance et c'est un peu de moyens quand même, même si c'est pas avec ça nous qu'on peut transformer un site de l'envergure de l'Ermitage. Donc il a bien fallu qu'on se dote d'autres outils, notamment nos propres moyens, mais ça a été quand même une reconnaissance. Surtout qu'il n'y a plus pendant la jeu de piste. La petite averse toute fine là. Ça a commencé tout doucement. Je pensais que ça allait passer, tu vois. Et là, j'ai fait bon. Vu que j'avais 2-3 groupes sous la main, j'ai fait non mais allez sous le Barnum les enfants, tant pis. Mais il nous reste des indices. C'est pas grave. Ils sont là-haut, il y a un centre aéré qui est là-haut, de 36 enfants.
qui campent toute la semaine. Ils viennent de villages alentours. Du côté de Guiscard. Enfin, de 3 centres aérés différents. Ouais. Et ils sont là toute la semaine. Donc ils font des animations propres et nous on leur propose aussi des animations pendant le séjour. Donc là ce matin le jeu de piste, sous la pluie. Ouais. Hier ils dans le avaient bois. Fab Lab et poterie. Et céramique, ouais. Et céramique. Et il y avait ce soir il y a une veillée autour des chauves-souris. Donc il y a un bénévole qui est là, qui est spécialisé en chauves-souris. Et qui va il a plein de matériel pour observer, écouter les chauves-souris. Et vu qu'on a un Fab Lab, et avec le Fab Lab, ils ont fabriqué des nichoirs à chauves-souris. Et avant, le Fab Manager, il a fabriqué un sonar à chauves-souris. Ouais. Ils vont pouvoir observer, écouter, questionner. Et là, ce matin, c'était le jeu de piste dans le bois. Enfin, voilà, c'est des rébus, des devinettes. Et ça leur permet un peu de découvrir aussi l'histoire du lieu. Ouais. Parce que l'histoire de l'Ermitage, pas du tiers-lieu, mais du site en lui-même est longue. Donc du coup, ça leur permet de voir tout ce qui se passe. Et puis dans le jeu de piste, il y a aussi autour des arbres, de la biodiversité, de découvrir les plantes, de reconnaître un arbre, ses feuilles. Voilà. C'était le programme de ce matin. Moi, je m'appelle Charlotte et moi, je suis gérante du café associatif et de la vie de l'animation au sein de l'association. Moi, je suis vraiment en lien avec les habitants, les gens du territoire, pour l'animation, la vie culturelle et les ateliers couture, tricot, et qui se passent soit au café, soit à l'extérieur. En fait, le principe de l'association, on essaie d'être labellisé espace de vie sociale. Et donc l'espace de vie sociale et même une association en soi, c'est vraiment que les adhérents, les bénévoles, les habitants du territoire soient acteurs de ce qui se passe à l'association. Donc toutes les animations, toutes les activités de l'association sont à l'initiative des habitants et portées par les habitants. Donc là, le club Tricot Couture, c'est vraiment une demande des habitants et qui se retrouvent tous les mardis, tous les samedis. Et pour apprendre ou pour faire ensemble, pour pas être tout seul par exemple chez soi à faire sa couture et que des fois c'est plus motivant quand on est ensemble et puis on peut se donner des conseils, on peut se partager des patrons. Donc c'est vraiment l'idée de partager et de faire ensemble des trucs qu'on peut faire tout seul chez nous mais que c'est plus sympa à plusieurs quand même. Donc l'association s'occupe de ce café et a fait de ce café aussi un peu l'emblème des questions d'alimentation qui sont un sujet important puisqu'on est en milieu rural et que sur le site de l'Ermitage, il y a déjà 6 structures qui sont engagées sur ces enjeux de la fourche à l'assiette. Donc finalement, le café, c'est l'endroit où on se retrouve pour, entre autres, questionner la manière dont on se nourrit aujourd'hui et la possibilité de le faire aussi en proximité. Voilà, de relocaliser notre alimentation et puis de manger sain à prix abordable. Ouais. Bonjour. Marion, c'est une productrice qui travaille à Morsin, un village juste à côté, et qui fait partie de l'AMAP. C'est une des productrices de l'AMAP. Okay. Et donc elle s'occupe des œufs. Donc elle ramène déjà les... Oui, elle ramène pour ce soir. C'est ce soir la MAP, et donc du coup elle livre dans la journée. Vous avez combien de paniers à la MAP? Il y a 22 inscrits à la MAP. Et donc il y a des œufs, il y a du fromage de chèvre. Après, il y a les légumes de Edwige, qui est les jardins de l'Ermitage, donc qui est la maraîchère juste en bas du tiers-lieu. Et donc elle fait les paniers de légumes. Et là, elle va bientôt avoir des fruits aussi. Donc ça, c'est chouette, parce qu'elle a planté des arbres fruitiers donc il y a 3 ans. Donc là, ça y est, c'est la première année pour la récolte. Il y a du pain de la pierre qui tourne. Donc ça, c'est une boulangerie bio, pain au levain, qui est un tout petit peu plus loin. Il y a du miel et il y a des colis de viande de Monsieur Potier, qui est l'agriculteur du village. C'est un double, hein. C'est 3. Enfin, ça fait 6. Après, 2 kilos de betterave, 1 kilo. Moi, mon prénom, c'est Philippe. Je suis président de la MAP. Puis donc, l'amitié est là parce que je connais la famille Carinti depuis très très longtemps. Je les ai même connus qu'ils ont habité ici étant très petits. Et puis aussi j'ai en tant que président de la MAP, parce que c'est qu'une MAP, c'est parce qu'on a quand les jardins de l'Ermitage se sont mis en place,
On a monté une AMAP pour pouvoir aider Edwige à vendre ses légumes et tout, quoi. Donc ça veut dire qu'on a un regroupement de producteurs locaux. Donc le but, c'est de revenir au local, quoi. Alors les gens que acheter en supermarché, c'est bien, ça vient d'Espagne, ça vient un peu de partout. Maintenant, on revient beaucoup au local. Il y a beaucoup de gens qui reviennent au local. Et on le voit par tous les producteurs du locaux qui sont du coin, quoi. Et c'est un bien, quoi. Pour faire travailler le local, c'est un bien. Je suis élu depuis 35 ans au conseil municipal. J'ai fait 2 mandats d'adjoint. Maintenant, je suis simple conseiller. Je suis juste président de la commission des travaux. C'est faire la liaison du village avec ce lieu qui est là. Parce que là, maintenant, on a ouvert un centre aéré qui permet donc ici, les enfants viennent une fois par semaine avec les ateliers qu'ils ont ici, du Fab Lab, ils ont le jardin, qui viennent faire du jardin, ils ont la forêt au-dessus où ils peuvent pique-niquer et camper. Tu les mets dans du gros sel, ça les cuit, parce qu'après, en fait, une fois qu'elles sont dégorgées... Moi, je m'appelle Grégoire. J'ai commencé ici en tant que bénévole au sein de l'association, il y a 1 an et demi. Avant ça, je connaissais le lieu dès le début de l'arrivée de l'association ici. J'ai été chef dans un groupe de scouts ici sur le secteur. Et dès le départ de l'arrivée de l'association sur les lieux, ils nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse venir passer certains week-ends campés avec les scouts dans l'année. Et c'est un peu comme ça que j'ai connu le site, d'abord avec les scouts. Donc depuis quelques mois, j'ai été élu au conseil d'administration. En tant que bénévole ici, j'aide à l'entretien des communs forestiers. Je file un coup de main de temps en temps pour les animations du Fab Lab. Par exemple, aujourd'hui, j'étais là aujourd'hui pour filer un coup de main pour l'animation auprès d'un centre aéré qui vient ici passer une semaine. Il leur a été préparé un jeu de piste en forêt. Et il se trouve qu'à l'Ermitage, on est à la campagne, que le domaine fait 30 hectares et que sur ce domaine, il y a un bois d'une 20aine d'hectares. Et qu'on s'est rendu compte que le premier endroit où les habitants venaient, c'était le bois, finalement, pour venir s'y promener de manière assez naturelle, puisque l'Ermitage est situé à un carrefour un petit peu entre les 3 hameaux du village. Et donc, assez rapidement, on s'est rendu compte que le bois, ça pouvait être une porte d'entrée pour rentrer en relation avec les habitants assez intéressante. Et donc, on a commencé à constituer une communauté d'usagers du bois et à travailler sur un commun forestier d'usage. Et on a aussi une convention avec les chasseurs du village. En fait, ça leur permet d'intégrer les 20 hectares de bois à leur chasse communale et on met en place avec eux des liens de réciprocité. Donc, une fois par an, alors nous, on participe à une battue une fois par an avec eux. Ça nous permet d'échanger sur, par exemple, la nécessité de régulation cynégétique avec l'expert forestier qui nous accompagne. Il y a peut-être un petit paradoxe. Est-ce quel est pour toi le lien entre l'écologie et le fait de pouvoir s'ouvrir aux chasseurs par rapport aussi aux enjeux de ce lieu? S'ouvrir aux chasseurs, ça a 2 aspects. Le premier aspect, c'est le lien avec les chasseurs, avec les habitants du village. Le deuxième, c'est faut faire un peu de régulation de la population des grands animaux et un peu plus petits aussi sur le site, pour pas abîmer la forêt aussi. Pour qu'il y ait une biodiversité qui se mette en place, il faut que les grands herbivores, il faut qu'ils aient leurs prédateurs. Et il n'y a plus de prédateurs naturels pour les grands herbivores, donc forcément c'est l'homme qui prend un peu la place. Il y a un certain quota à prélever et c'est ce qui sert à remplir la biodiversité et qu'il n'y ait pas des animaux qui prennent une place trop importante et qui font que la forêt ne peut pas se renouveler par exemple. Je peux te demander, on va tailler ça, on a besoin d'une piche d'à peu près 2,50 m. Si tu arrives à me couper les branches qui sont dessus. Vas-y. Comme ça là? Ouais. Voilà. On va le poser là, ça ira peut-être mieux. Là. Donc là, on va préparer un chantier qui aura lieu au jeudi avec un centre aéré. Ça va être la réalisation d'une clôture sèche autour d'un arbre remarquable ici du site. La clôture sèche, ça va être une clôture qui va servir à, ne pas s'approcher trop près de l'arbre pour pas l'abîmer, pour bien faire voir que c'est un arbre qu'on veut protéger, on veut que personne ne s'en approche. De 2, la clôture sèche, c'est aussi un refuge pour les petits animaux, les petits rongeurs qui vont pouvoir se réfugier. C'est aussi une zone dans laquelle certains oiseaux vont pouvoir faire leur nid.
Et donc tout ça, ça va être... par la suite, à l'intérieur, on va pouvoir y remettre un peu de... Ce qu'on appelle le BRF, c'est du bois broyé en fait. Quand on fait l'entretien, on pourra le remettre par-dessus, ce qui fait que ça va garantir le maintien de l'humidité du sol bien dans le sol, et pour que l'arbre puisse garder toute sa vigueur et puisse rester là encore très longtemps. Il fait partie des vieux arbres ici du site. Et vu son aspect, qui part directement quasiment depuis sa base sur 2 grands troncs qui montent, ça fait partie des arbres qu'on veut conserver, qu'on veut mettre en avant ici au niveau du site, pour garantir cette biodiversité qu'on a dans le bois. Alors je m'appelle Gwendal, je suis habitante de la vallée, j'habite dans un village qui est juste à côté de Autrèche, mais qui a la particularité d'être dans l'Aisne, alors qu'ici on est dans l'Oise. Mon lien avec l'Ermitage, dans un premier temps j'étais bénévole ponctuellement sur des tâches d'entretien, de restauration. Et ensuite, moi mon projet dans l'Ermitage, c'était la création d'un trail plutôt éco-responsable, même si le trail c'est pas très éco-responsable en tant que tel. Donc on essaye de faire au mieux. Un projet qui a mûri pendant 5 ans et on y est arrivé. Lors de la phase de préfiguration, durant laquelle le collectif a pu acheter les lieux sur lesquels on a pu tester le modèle, il y avait des activités qui étaient proposées. Et moi, je proposais des matinées sportives. Et après, donc on faisait le lien avec d'autres activités. Et parfois, on était 2, 3, 4. Et c'est à partir de cette phase-là qu'on a commencé à recruter des bénévoles et à parler du projet. Puis au fur et à mesure, ça a été possible, quoi. Donc là, ça va être la 3e édition en 2025. On est déjà en train de la préparer. Le Trail des Ermites, c'est 120 bénévoles. C'est 800 repas servis. C'est 850 participants cette année. C'est 2 épreuves de trail, un 12 km et un 28 km qui s'en va plus loin dans les vallées de l'Aisne sur la ligne de front de la Première Guerre mondiale. C'est une épreuve de marche sportive de 12 km et c'est une épreuve de marche gourmande de 7 km où les marcheurs, donc 320 cette année, partent à la découverte du village et font des petits arrêts sur des stands gourmands, des producteurs que l'on distribue dans notre AMAP qui se réunit ici à l'Ermitage tous les mardis soirs. C'est une question compliquée et en même temps passionnante, en fait, la question de la rencontre de personnes différentes, en fait. Alors c'est un peu la raison d'être de l'Ermitage, c'est de rendre possible les rencontres improbables. Dans un lieu comme ça, quand la société de séjour accueille des hauts fonctionnaires qui viennent en formation sur les enjeux environnementaux et que au bar ils croisent quelqu'un du village qui vient juste boire un verre et qui est très éloigné de ses préoccupations, il y a parfois cette rencontre, mais ça suffit pas. Il suffit pas de mettre dans la même pièce des personnes très différentes pour qu'elles se parlent et qu'elles se rencontrent vraiment. Je dirais qu'il y a plusieurs manières. Déjà, c'est dans le temps, en trouvant notre place grâce à nos activités, que petit à petit la rencontre se fait. On essaye de faire en sorte que ce lieu soit un lieu d'accueil inconditionnel. Alors, ça veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi, mais tout le monde est le bienvenu, a priori. Je pense que dans les actions qu'on met en place, dans le fait de vivre au quotidien, de partager de plus en plus un destin commun avec les personnes, et surtout en sortant de l'Ermitage, je crois que l'un des enjeux de l'équipe de l'Ermitage, c'est de pas se contenter de ce qu'on fait ici comme un lieu, en tout cas un lieu un petit peu à l'abri. C'est pas une forteresse, l'Ermitage, c'est un lieu où on vient passer un bon moment, recharger les batteries pour avoir l'énergie de faire des choses ensemble. C'est une question, moi, qui me mobilise professionnellement maintenant, d'abord. C'est une question qui me passionne, c'est une question qui m'angoisse aussi parfois, parce qu'on voit que cette transition, elle est tellement profonde et elle est tellement complexe, elle est tellement exigeante pour les individus, les organisations, notamment ce qu'on appelle les corps intermédiaires, que c'est pas un long fleuve tranquille du tout. En fait, dans le mot transition, il y a peut-être un malentendu que moi j'ai vécu vraiment, y compris physiquement ici, c'est que ça va pas être une transition, ça va être clairement dur. Transformation, oui, transformation. Donc convoquer certains processus du vivant
est intéressant parce que c'est une évolution évidente et au sens où elle devra se faire, mais c'est pas du tout quelque chose qui met tout le monde au même niveau, qui met tout le monde à la même place dans cette évolution. Comme dirait l'autre, il y a les chaloupes du Titanic et puis il y a ceux qui sont dans les 4e ponts en bas. Nous ici, on a choisi d'assumer le fait d'être un peu à la croisée des chemins sur ce qui est conceptuel, ce qui est finalement pensable et désirable, et ce qui est insupportable à vivre. Si on fait une transition, si on n'est pas hypocrite dans la posture, dans l'intention qu'on a, il faut prendre en compte le fait que les agriculteurs sont des entrepreneurs, qu'on leur a proposé de contribuer à un modèle qui est un modèle international avec des conventions, des engagements, un système, et que aujourd'hui passer à autre chose, c'est politiquement extrêmement complexe. Donc moi je regarde ces agriculteurs avec des fois avec agacement quand je les vois continuer, et en même temps ce sont des gens que je connais pour la plupart personnellement, avec qui j'ai parfois passé du temps quand j'étais scolarisé à l'école primaire ou au collège, donc je connais leur psychologie, et je pense qu'ils sont beaucoup plus disposés et beaucoup plus disponibles pour les transitions que le rapport de force politique dans lequel ils sont parfois enfermés ne veut bien le manifester, et c'est le cas de le dire auprès du grand public et des politiques. C'est des postures, tout est question de posture, il y a des rapports de force politique, il y a des syndicats, tout ça est complexe, et donc ce que je peux dire, c'est que moi je les vois agir, je les vois évoluer, et je pense que le verre est à moitié plein forcément. Parce que pour moi, si le verre est à moitié vide et il a tendance à se vider définitivement, alors ça veut dire que c'est foutu, que les carottes sont cuites. Or ni eux, ni moi, ni nous n'allons dans cette perspective. C'est absurde. Et donc ils se mobilisent. Il y a certaines personnes clés avec lesquelles on a des liens ici. Je pense à Emmanuelle Bourg-Poitrinal notamment, qui est une conseillère générale à l'agriculture, qui est une haute fonctionnaire, qui est impliquée et qui met beaucoup d'énergie à s'engager aux côtés des agriculteurs et de leur corps intermédiaire, et de même en particulier pour faire évoluer les choses. De toute façon, pour dire de quoi on parle en fait, c'est de rendre ces terres productives sans être dans un usage incompatible avec l'avenir de la biodiversité. Aujourd'hui, ils ont besoin effectivement de changer de manière de cultiver, et ils le font progressivement. Ils font ce qu'on appelle du couvert, mais aussi ils ont besoin de valoriser leur travail probablement autrement, avec plus de services environnementaux, comme on dit. C'est complexe, ça peut avoir des dérives, il peut y avoir des dérives de financiarisation, il y a des risques, mais il y a aussi un intérêt à faire que les agriculteurs soient les gardiens de la biodiversité en étant payés pour ça, et en étant productifs. Ce qu'on veut défendre, c'est une agriculture familiale. Nous, la plupart des agriculteurs sont des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants de fermiers, qui portent cette terre dans le bide et dans les veines. Donc, si ça bascule vers un truc où, en fait, t'as 50, 100 fermes d'aujourd'hui qui deviennent qu'une seule ferme, comme c'est le cas par exemple en Ukraine, c'est pas le même modèle, et c'est pas les campagnes dont on a besoin, et ce sera moins évident d'être partie prenante et d'avoir un dialogue entre habitants, agriculteurs, de construire ensemble une société désirable au premier kilomètre. J'étais pas seul en 2017 à prendre cette décision. En 2016, on était une petite dizaine, mais moi j'étais un peu leader. On est dans une grotte dans le noir, de prendre un peu la tête en disant au pire, ça marche. On est dans une situation où il faut qu'on avance, et où j'ai dit mais en fait ce qu'il faut imaginer, c'est un lieu commun. Donc oui, ça m'a fait tilt en regardant un peu ce qui se faisait ailleurs. Je me dis en fait c'est ça dont t'as besoin le territoire, des lieux comme ça. Mais de là à te dire que j'avais en tête un plan de bataille et de savoir par quelles centaines de merdiers j'allais passer pour y arriver aujourd'hui là où on en est, c'est que rien n'est joué. On a beaucoup gagné en légitimité, beaucoup gagné en expérience, beaucoup convaincu, mais fondamentalement, ça reste quand même un truc extrêmement risqué, avec vraiment une culture d'entrepreneuriat social à avoir et une très grande sensibilité aux habitants. Enfin bon, globalement, tout est encore à faire. Donc en 2017, est-ce que si j'aurais su, j'aurais pas venu, comme dirait l'expression que j'aime beaucoup de la guerre des boutons? Eh ben, je sais pas. Je pense qu'on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et que
avec l'enthousiasme qui me suis un peu ému, mais avec l'enthousiasme qui me caractérise, j'y serais allé, quoi. C'est ce qu'on risque. De toute façon, comme le disent beaucoup les combattants du climat, on est tous foutus. Moi, je crois qu'on a du chemin avant d'être définitivement foutus, et qu'on a tout à gagner à ne pas trop avoir à perdre ou à penser à ce qu'on a à perdre. C'est déjà la fin de cet épisode. Je remercie l'équipe et les bénévoles de l'Ermitage pour leur accueil bienveillant. Dans un prochain épisode, nous irons à la découverte d'un autre tiers-lieu et un autre territoire. À bientôt. Au cœur des tiers-lieux, les éclaireurs de la transformation écologique.